Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'actualité de votre district. Au sommaire, notamment Fabienne Frémont-Contonne qui quitte le Grand Conseil pour rejoindre le conseil d'administration de la BCV, les 30 ans du gymnase de Nyon et l'ouverture du festival Vision du réel avec la présence sur notre plateau du réalisateur Mathieu Ritz. Mais avant de développer ces titres, un mot sur la restauration des bornes Val-d'Eau genevoises qui ont débuté. Des bornes qui sont le témoignage de l'histoire mouvementée entre les deux territoires. Petite promenade entre Vaud et Genève en compagnie de Florian Cavalleri. Nous nous trouvons sur la limite cantonale entre le canton de Vaud et le canton de Genève, sur la borne numéro 5 de cette frontière cantonale entre Versoix et Milly. Borne très particulière puisque ce n'est pas une borne, mais c'est en fait un bloc erratique extrêmement ancien qui a été utilisé comme point limite. On est ici pour parler de l'opération Reborn. Expliquez-nous. C'est une opération qui a été lancée en 2014 dans le cadre du bicentenaire du rattachement de Genève à la Confédération helvétique. On s'était aperçu d'abord que les bornes frontières de la frontière franco-genevoise, il y en a plus de 450, il y en a à peu près 10% qui nécessitaient une grosse réfection. La Confédération helvétique et l'État français ne mettaient pas forcément l'argent nécessaire. Il aurait fallu 10, 20, 30 ans pour le faire. On a créé une fondation pour lever des fonds pour pouvoir le faire au moins 10 fois plus vite en 2-3 ans. Chacune des bornes a un parrain qui a mis une petite somme d'argent ou une plus grosse somme d'argent et la somme de ces tout petits parrainages, comme du crowdfunding, a permis de récolter la somme nécessaire pour faire toutes les bornes de la frontière franco-genevoise. Et puis, on a constaté après que sur les frontières cantonales, le même travail était à faire et on a décidé de le faire cette année 2018. Et c'est un succès puisque toutes les bornes ont trouvé un parrain. Que va-t-il arriver maintenant ? Alors effectivement, c'est un succès. Il y a 72 bornes sur cette frontière, à la fois entre Versoix et Milly, mais aussi sur l'enclave de Céligny. Et puis il y en a 71 qui ont été mis au parrainage. Une, on ne la voit pas, donc on ne l'a pas mis au parrainage. Et 70 ont trouvé un parrain. Il y en a une qui reste, une borne remarquable, assez chère. Peut-être qu'elle trouvera un parrain, mais l'opération est un vrai succès. En une semaine et demie, la totalité des bornes, moins une, a trouvé un parrain. Donc on a plus de demandes que ce que l'on peut offrir comme borne. Comment allez-vous faire vivre ce patrimoine une fois ces bornes restaurées ? Alors nous avons quelques idées. D'abord, la bonne chose, c'est que ça a bien fonctionné. Et puis le coût des restaurations était un petit peu plus bas que prévu. Donc il nous reste un petit peu d'argent que nous pouvons consacrer. Par exemple, dans le futur, il y aura probablement d'autres bornes qui nécessiteront une restauration dans quelques années. Donc on a encore un peu d'argent pour pouvoir le faire. Ça, c'est un premier élément. La deuxième chose, c'est qu'on a quelques idées. Il y en a une, c'est d'un sentier didactique sur les bornes. Et puis c'est quelque chose que nous aimerions mettre en place pour que les gens puissent d'abord le voir avec une balade que l'on pourra trouver sur Internet, pas trop longue, que ça puisse être fait en famille, facilement, et où on nous explique comment ces frontières ont été mises en place, qu'est-ce que vous trouvez sur une borne, et puis comment on peut les lire en fait dans le terrain. Prochaine échéance pour la Fondation Reborn. Alors la prochaine échéance, pour moi, ça va être plutôt cet été pour réussir une opération plutôt didactique cette fois, sur un sentier, sur un périmètre que nous avons déjà identifié avec une commune qui est partenaire et qui est partante. Je vous le disais en titre, la conseillère municipale de Nyon, Fabienne Frémont-Contonne, va quitter son siège de députée pour rejoindre le conseil d'administration de la BCV. Fabienne Frémont-Contonne, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous reprenez le siège de Luc Recordon et vous quittez votre siège donc, de députée parce que la règle impose. La règle impose, c'est logique. La BCV est possédée en majorité par le canton, par le canton de Vaud. En étant député, on représente le canton, on doit contrôler le Conseil d'État et en quelque sorte contrôler l'action de la banque. Et puis, dans un conseil d'administration de la banque, on fait en sorte que la banque aille le mieux possible. Donc, on ne peut pas être à la fois contrôleur et à la fois dans le faire. Donc, et ce problème ne se pose pas avec votre poste de municipal à Nyon ? Non, parce que, des conflits d'intérêts peuvent toujours arriver, mais il y a on peut se récuser dans ces cas-là. Nyon pourrait emprunter à des comptes avec la BCV. Disons que le conflit d'intérêts n'est pas si grand que lorsqu'on est au Grand Conseil, qui est vraiment le contrôleur de la BCV. Alors vous quittez aussi, comme ça on sera en complet, le conseil d'administration de la CGN, où vous siégiez également.
Ce qui a aussi joué dans votre nomination, alors outre le fait que vous soyez de gauche, il fallait quelqu'un de gauche pour remplacer Luc Cordon, vous avez aussi, on le sait, un parcours dans la finance, dans le privé, mais aussi à la ville de Nyon. Vous avez dirigé pendant plusieurs années le dicastère des finances. Ce qui a joué aussi, c'est votre candidature pour les socialistes au Conseil d'État. Ça vous a permis de, et ce sont vos propres termes, de vous remettre sur la carte. Oui, c'est possible. Enfin, ça, c'est une estimation personnelle. Mais c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui recherche les éclats, qui communique extrêmement ni sur les réseaux sociaux, ni par le biais de la presse. Et peut-être que mon travail n'était pas assez connu, ou mon passé pas assez connu. Et donc, d'avoir participé à cette course pour la candidature au sein de mon parti m'a refait connaître, a fait qu'on probablement on a repensé à moi. Alors, le siège au conseil d'administration, vous allez le prendre tout prochainement, à la fin du mois. Comment est-ce que vous anticipez cette venue ? J'imagine que vous vous réjouissez, naturellement. Je me réjouis beaucoup. C'est un monde que je connais un peu. Bon, peut-être qu'il a changé depuis le temps où j'ai travaillé dans le domaine bancaire à l'époque. Avec de grands enjeux. Avec des énormes enjeux. La banque, c'est la banque de tous les Vaudois, pratiquement toutes les entreprises de ce canton. Donc c'est un autre rôle pour le canton que je vais pouvoir jouer au sein de ce conseil d'administration qui va toucher tout un chacun. Mais ce sera de manière plus indirecte que maintenant. Vous quittez donc le Grand Conseil. Du coup, votre siège de député socialiste au Grand Conseil est libre et c'est a priori le Rolois Cédric Echner qui devrait vous remplacer au plénum. Quel message souhaitez-vous faire passer à votre probable successeur ? Je suis heureuse pour M. Echner qui probablement va me remplacer. C'est bienvenue à un Rolois. Je crois que c'est bien qu'il y ait des Rolois au Grand Conseil, aussi dans notre parti. Et puis moi, j'ai été passionnée, je suis encore passionnée par mon mandat de député, donc je lui souhaite autant de plaisir. J'ai été pendant 16 ans, je lui laisse ma place avec bonheur. Donc un petit pincement au cœur quand même ? Un petit peu. Néanmoins. Alors, on profite de votre présence aussi pour aborder brièvement deux sujets. L'agroscope de Changin, on l'a appris, qui est menacé par une restructuration annoncée par le Conseil fédéral. Le site pourrait fermer et rejoindre le site de Posieux. Vous avez déposé une résolution, merci, au Grand Conseil qui demande au Conseil d'État de prendre les devants vis-à-vis du Conseil fédéral. Le vote aura lieu mardi. Au Grand Conseil. L'objectif, vous le dites très clairement, c'est l'unanimité. L'unanimité du Grand Conseil vaudois, donc 150 appuis au conseiller d'État Lebas pour qu'il aille fort trouver M. Schneiderman et lui dire qu'il est absolument impensable d'éliminer la recherche agronomique appliquée, parce que c'est ce qui se dessine. Imaginez qu'à Agroscope, on fait de la recherche depuis 50 ans sur des terres, dans des domaines très spécifiques, viticulture, aussi les fruits, légumes, différentes céréales, etc. Tout ça qui part à Posieux, c'est juste pas possible pour certains de ces éléments. Je ne crois pas qu'on fasse de la vigne dans le canton de Fribourg. Et puis, simplement, ça veut dire réduire la possibilité de faire de la recherche agronomique, réduire nos possibilités agricoles suisses de performer selon nos propres compétences. C'est quelque chose d'inimaginable. Il faut se défendre, il faut le faire savoir. Le vote, donc, mardi au Grand Conseil, à suivre d'ailleurs sur NRTV, cette séance du Grand Conseil. Un mot encore concernant la galère, c'est ce navire imposant, Fabienne Frémont-Contonne, qui quitte Morges, on l'a appris dernièrement, et qui cherche un nouveau port d'attache. Alors, les contacts avec les communes n'ont pas encore débuté, mais votre collègue Maurice Gay, à titre personnel, affirme à nos confrères de la Côte qu'il ne voit pas d'intérêt pour Nyon d'accueillir cette galère. Qu'en est-il de votre côté ? À titre personnel, je connais assez bien les enjeux du côté de la CGN. La CGN, on a vraiment envie de l'accueillir plus à Nyon, avoir plus de bateaux, avoir des départs de Nyon pour des croisières après le travail ou pour des croisières où on puisse manger, par exemple. Et puis, on n'a déjà pas la place pour ce deuxième bateau à Nyon. Donc, on en a encore moins pour la galère. Voilà, donc plutôt non pour la galère. On attend, du coup, la priorité, on a compris, ce serait plutôt la CGN. Merci beaucoup, Fabienne Frémont-Contonne. Félicitations encore pour ce poste. À bientôt. Sans transition, 30 jours de fête pour les 30 ans du gymnase de Nyon. En 30 ans, les effectifs ont quintuplé et le gymnase a accueilli l'école professionnelle et commerciale. Le point sur les festivités de ces 30 jours avec Hélène Couve. Qu'est-ce que ça représente ces 30 ans, cet anniversaire ?
Eh bien, c'est les souvenirs. Cette première rentrée en 1988, en août 1988, où 300 élèves ont fait leur première rentrée ici. Il y avait une trentaine de profs. Et puis, c'était la première fois qu'il y avait un gymnase à Nyon. Avant, les élèves étaient obligés d'aller à Lausanne. Et puis là, c'était la grande nouveauté. On pouvait rester à Nyon pour faire ses études gymnasiales. Et puis depuis, il a bien grandi, ce gymnase. Oui, on a 1500 élèves, 170 profs. Et c'est énorme. On a maintenant 2 bâtiments, celui-ci, celui-là. Donc c'est vraiment une grande institution. Un bel outil de travail avec ce nouveau bâtiment qui a été inauguré l'année passée, en 2017. 30 ans, 30 jours de fête. Parmi ces jours, des événements publics et puis des événements plus privés, plus intimes pour, par exemple, les profs, les élèves. Mais passons au premier événement public, c'est le 21 avril. C'est ça, le 21 avril. Donc on commence par une cérémonie officielle, le matin à 11h, et ensuite on convie tous les anciens élèves du gymnase, qu'on appelle CES-Ouest à l'époque, et qu'on appelle toujours le CES-Ouest, même si ce n'est pas sa dénomination officielle. Donc on les invite tous à venir dès 15h, ici, dans l'enceinte du gymnase pour fêter les 30 ans. Il y aura de la musique faite par des anciens élèves, les élèves actuels. Il y aura à manger, à boire, bref, une belle fête. Et puis les événements se poursuivent jusqu'à début mai, où là, de nouveau, la population est appelée à venir pour des portes ouvertes. Exactement, donc on profite de ces 30 ans pour ouvrir nos portes, pour montrer notre beau gymnase. Donc on invite vraiment tous ceux qui ont envie de découvrir ce gymnase à venir. Il y aura des animations organisées par toutes nos files. Et puis toutes les portes ouvertes de manière à découvrir nos salles, notre outil de travail. Et puis ensuite, dernier événement qu'on va citer, c'est le spectacle finalement de fin d'anniversaire de ces 30 ans. Oui, c'est ça. Donc un grand spectacle au Théâtre de Maran le vendredi, samedi et dimanche du 18 au 20 mai. C'est un spectacle organisé par les profs, par les élèves. Et ce sera quelque chose de mordant, joyeux, qui décrit un peu la pédagogie et son évolution jusqu'à aujourd'hui. Alors vous-même, vous êtes l'une des enseignantes de ce gymnase. À votre avis, qu'est-ce qui représente ce gymnase à Nyon ? C'est une institution, c'est-à-dire c'est vraiment un endroit où la plupart des jeunes de la région passent des années essentielles de leur vie. Et je crois qu'il y a un grand sentiment d'appartenance, que ce soit chez les élèves, les anciens élèves, les enseignants actuels et les enseignants d'avant. Un grand sentiment d'appartenance, je crois. Voilà, justement, l'invité que l'on reçoit à présent a étudié au CES-Ouest, mais pour un tout autre sujet que nous l'accueillons aujourd'hui, c'est Nat Wang. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de l'ONG Water Inception, une ONG qui vient d'être créée avec un ami nyonnais également. L'objectif, c'est d'acheter un générateur capable de produire 400 litres d'eau par jour. Il y a une campagne de crowdfunding qui a été lancée. 14 000 € à peu près recueillis jusqu'à présent sur un total de 50 000 €. Expliquez-nous d'abord ce projet de machine. En quoi est-ce que consiste déjà cette machine ? Alors c'est une machine que j'ai découvert vraiment par hasard en surfant sur des vidéos sur YouTube. Et je suis tombé sur la vidéo de cet inventeur espagnol qui a créé un générateur d'eau qui s'appelle atmosphérique. C'est des machines qui sont capables en fait de condenser l'humidité dans l'air, ainsi infime soit-elle, pour en fait la transformer en eau potable, même dans des conditions très sèches, voire désertiques. Alors quand j'ai vu ça, j'étais un peu sceptique. J'ai quand même fait des recherches, ça m'intéressait vraiment, et j'ai appelé l'entreprise en Espagne. Ils m'ont dit non, ça existe déjà, c'est pas un prototype. Si vous voulez la voir, venez à Séville. Vu que je n'avais pas visité cette ville, je me suis dit d'une pierre deux coups, je vais y aller. Et j'ai eu l'occasion justement de rencontrer cet inventeur qui m'a amené dans son usine pour montrer justement la production, une machine qui était en marche. Et en plus, bien sûr, j'ai demandé le test ultime de pouvoir boire l'eau qui venait de cette machine. Il m'avait fait boire de l'eau qui sortait du robinet avant ça, espagnol. Et clairement, l'eau qui sortait de la machine avait un meilleur goût. Je ne vais pas la comparer à de l'Evian, mais en tout cas, elle avait un goût qui était très neutre. Et pour moi, c'était complètement vendu à ce moment-là. Et c'est à partir de là que j'ai eu l'idée de trouver une utilisation pour ces machines. Et l'inventeur voulait les utiliser dans un contexte humanitaire. Et c'est un peu comme ça que je me suis orienté. Alors justement, l'objectif, c'est de pouvoir récolter les fonds, donc, notamment pour cette machine, l'envoyer au Liban, dans un camp de réfugiés qui abrite 147 réfugiés syriens. Un camp que vous avez visité. Et c'est ça qui vous a
a aussi donné l'objectif d'amener cette machine dans ce camp de réfugiés. Qu'est-ce que vous y avez trouvé sur place? Qu'est-ce qui vous a frappé? Tout d'abord, les premières choses qu'on a vues, c'était les tentes. C'était les tentes qui étaient fournies par l'Agence des réfugiés des Nations Unies, qui étaient là depuis 3-4 ans. Et c'était des tentes qui étaient vraiment... Enfin, on sentait qu'elles avaient bien agi je veux dire, et c'était vraiment triste de voir qu'ils vivaient dans des conditions où il n'y avait quasiment pas de meubles dans les tentes, c'était juste des coussins. Oui, et là d'ailleurs on voit la machine en question sur les images qui sont diffusées. Ça c'était le 24 mars à Genève, à la gare Cornavin, où les visiteurs ont pu d'ailleurs goûter l'eau de cette machine. Absolument. Quelle a été la réaction des passants? Les gens étaient vraiment très surpris, émerveillés, hein, surtout, parce que c'est des choses que... Enfin, on se dit toujours, peut-être que l'eau, elle aura un goût un peu bizarre, etc. Mais non, elle allait très bien. Et vraiment, voir l'eau qui pouvait se condenser même au milieu de la gare de Genève, même si ce n'était pas des conditions optimum, ces machines doivent être à l'extérieur à la base, mais on arrivait quand même, vu que le hall était assez grand, à condenser l'humidité de l'air, de montrer que l'eau qui se produisait en live, et c'est vraiment ce qui émerveillait les gens, on pouvait voir à travers la petite fenêtre, justement. Oui, on l'a vu effectivement aussi sur les images. Alors, si vous récoltez ces 50 000 €, il y a bien sûr la machine, mais c'est aussi le transport et l'installation, et 14 panneaux solaires, parce que, évidemment, il faut faire marcher cette machine. Absolument. Alors, l'idée des panneaux solaires, c'est qu'au Liban, le problème, c'est que l'électricité, malheureusement, n'est pas très stable, surtout dans ce camp de réfugiés particulièrement. Donc, nous, on voulait amener justement un complément au cas où il y avait des coupures d'électricité pour que la machine puisse quand même tourner, parce que l'eau, c'est extrêmement important. Donc, on ne veut pas qu'il y ait ce genre de situation, et c'est pour ça que il nous faut environ 15 000 € pour acheter ces panneaux solaires. Donc on va contracter un fournisseur local libanais qui, on espère aussi, nous fera peut-être un petit rabais pour aider les gens sur place. Voilà, et pour être tout à fait complet, on va peut-être redonner les objectifs de votre ONG, donc Water Inception, on l'a bien compris. Donc l'objectif, c'est de sensibiliser les gens à la crise de l'eau, mais surtout de proposer des solutions de manière plus globale. Alors, je l'ai dit, l'ONG est toute récente. L'objectif à long terme, c'est quoi ? Donc l'idée à long terme, c'est de pouvoir fournir nos technologies en fait dans d'autres projets qui ont aussi besoin d'eau. Là, on se concentre sur les réfugiés parce que c'est quelque chose que, pour rapidement dire mon background, c'est que mes parents sont arrivés en Suisse en étant réfugiés de la guerre du Vietnam. Donc pour moi, c'est quelque chose qui m'était cher. Mais je vois aussi que, par exemple, dans des cas où il y a des désastres naturels, où l'infrastructure hydraulique est détruite, on pourrait amener nos machines en quelques jours, les déployer les panneaux solaires et commencer à produire de l'eau ou des endroits où, même si, par exemple, il y a de l'eau autour partout, c'est pas forcément de l'eau qui est potable. Celle-là, elle vient de l'air, elle est directement consommable. Donc, c'est des avantages. Et par exemple, aussi, dans des écoles, on peut imaginer que dans des écoles, dans certains pays, les enfants, avant d'aller à l'école, ils doivent aller chercher de l'eau, ils doivent marcher pendant des kilomètres pour avoir accès à de l'eau. Alors que là, on pourrait peut-être s'associer avec une autre association qui s'occupe d'une école et là fournir une installation pour que les écoliers puissent obtenir de l'eau potable en allant à l'école et ramener ensuite ça à la maison, par exemple. Matt Wang, cofondateur de l'ONG Water Inception. Merci beaucoup, bonne continuation. Merci. On va rappeler donc cette campagne de crowdfunding sur le site Indiegogo, près de 14 000 € récoltés sur les 50 000 attendus. Les variations musicales ont dévoilé le programme de leur 19e édition. Le festival de musique classique se tiendra du 17 au 26 août prochain dans le parc du château de Tannay. Florian Cavalleri. Un très très beau programme, comme on essaye de le faire chaque année d'ailleurs, avec une ouverture vers l'Europe, avec une soirée avec l'Académie für Alte Musik de Berlin et cette merveilleuse violoniste qu'est Isabelle Faust, dont on dit qu'elle a la lumière, le talent et tout ce qu'il faut pour faire en sorte que ça soit une merveilleuse soirée. Avec une ouverture aussi vers l'Italie, avec I Cameristi de la Scala de Milan. Ce sont des musiciens, la fine fleur de l'orchestre de la Scala de Milan. Et puis, évidemment, les amis du festival que sont Renaud Capuçon, que je crois nous aimons beaucoup et qui nous aiment beaucoup, et puis Katia et Gwanza Bouniatishvili, les deux sœurs qu'on ne présente plus. Katia, c'est la star des stars, mais c'est aussi une soliste de tout premier plan. Les variations musicales, c'est un mélange entre valeurs sûres, jeunes pousses, nouveaux talents.
Oui, chaque année, on essaye de recevoir un jeune qui a déjà fait preuve d'un certain talent. C'est ainsi qu'on a déjà eu Estelle Reva, Béatrice Berru, Mélodie Zao. Cette année, ce sera Nadège Rocha, qui est une violoncelliste que nous sommes heureux d'accueillir et qui sera accompagnée par l'orchestre du festival qui est composé de musiciens de l'orchestre de la Suisse romande. C'est aussi ce festival des soirées hors mur. On se retrouve cette fois au golfe de Beaumont. Voilà, on essaye d'externaliser certaines soirées. Cette année, nous serons au golfe de Beaumont, pas à l'abbaye comme on pourrait l'imaginer, mais plutôt au manège du golfe, là où se trouvent habituellement les chevaux et où nous pourrons entendre de la belle musique avec la Capella Gabetta, qui est un orchestre de musique baroque et qui va illuminer ce manège de Beaumont. Autre belle surprise, et on est dans la thématique de cette semaine, puisque ça concerne Vision du réel, une soirée en partenariat avec un film sur un compositeur. Dites-moi plus. Oui, c'est un compositeur japonais qui fait de la musique de film. Il a travaillé avec de grands réalisateurs comme Bertolucci et quelques autres. Et Vision du réel, avec lequel on inaugure cette nouvelle collaboration, nous a proposé un certain nombre de films. Nous avons choisi celui-là parce que c'est un beau portrait plein de sensibilité sur un compositeur de grande qualité. Les variations musicales de Tannay, c'est aussi un festival qui cherche à attirer un jeune public et l'effort est fait particulièrement sur les tarifs d'entrée. Oui, en effet, puisque toutes nos soirées sont gratuites pour les jeunes jusqu'à 16 ans. Et pour la première année, cette fois-ci, nous pourrons accueillir à un demi-tarif les jeunes de 16 à 25 ans. Et ce festival a toujours pour cadre le magnifique château de Tannay et son parc. Oui, en effet, je crois que le parc y est pour beaucoup dans la réussite du festival, outre la beauté de la programmation. Debussy disait que la musique, c'était l'art du plein air et que la musique s'y confrontait aux éléments, au vent, au ciel, à la mer. Et je pense qu'à Tannay, on ne fait pas mentir Debussy, puisqu'on a effectivement tout cela, le vent, le ciel, peut-être pas la mer, mais le lac. Vision du réel ouvre officiellement ses portes demain, vendredi. Le Festival international de cinéma se tient à Nyon jusqu'au samedi 21 avril. Et les containers modulables du village du réel sont prêts à accueillir les visiteurs. Florian Cavalleri et Greg Barnil ont justement assisté aux dernières finitions. Ben alors Philippe, on est pas mal ici, décontracté du plan, sur la terrasse du restaurant de Vision du réel. Un espace qui a été entièrement revu. Le but, apporter encore plus de convivialité, d'ouverture. Oui, ben évidemment, bonjour. C'est clair, l'idée de quitter l'usine à gaz il y a une dizaine d'années pour venir au centre-ville, c'était de s'implanter plus par rapport à la population lyonnaise. Maintenant, on a fait quelques éditions avec les containers qui étaient dans un sens. On a décidé d'ouvrir encore plus, d'être encore plus ouvert sur le monde de Nyon, puisque le festival, lui, est ouvert sur le monde entier. Et puis aussi d'apporter vraiment ce côté festif, un festival. C'est certes un marché du dock, c'est certes une compétition, mais c'est aussi toute la fête qui va autour. Oui, bien sûr, c'est quelque chose qui a aussi son importance. Il y aura de l'animation musicale tous les soirs au bar, il y aura même un soir karaoké. C'est important de faire en sorte que les gens se rencontrent pour discuter, pour travailler, pour discuter des films, mais que les gens se rencontrent aussi dans un lieu de détente, sur cette terrasse, au bar. Tous les soirs. Cette rue des Marchandises, c'est le centre névralgique du festival, mais la fête va se poursuivre aussi dans plusieurs lieux de la ville, et ce, dès ce jeudi, jour d'ouverture du festival. Oui, alors là, c'est la préouverture, l'avant-première ce jeudi, et on sera présent
au Théâtre de Maran. On sera présent ici dans la grande salle qui s'appelait jusqu'à maintenant salle communale et qu'on a renommée grande salle. Et on sera présent aussi à la Colombière puisqu'en fait il nous a fallu mettre sur pied 3 projections pour contenter la population lyonnaise qui a très envie de voir le film d'avant-première. Autre lieu emblématique de cette place du réel, l'espace accréditation et vente des billets, un espace entièrement revu. Là aussi, on privilégie l'ouverture. On privilégie l'ouverture, les containers cette fois sont tournés de manière à ce que le public puisse directement y entrer sans se retrouver sur la place. Ça fait partie de notre volonté vraiment d'ouverture, d'accueil plus grand des gens qui viennent de l'étranger ou qui viennent de Nyon ou des environs. Là, le festival a fait le plein. Vous avez déjà une idée si c'est un bon cru, si cette édition est réussie? Est-ce qu'on le sait déjà à quelques heures de l'ouverture? Non, on ne peut pas le savoir. Ce qu'on peut ressentir, c'est que ça démarre assez fort. On a dû tripler la projection de jeudi soir, l'avant-première, parce que beaucoup de monde voulait participer. Mais pour le reste, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Il y a un peu de prévente, mais on travaille beaucoup avec la vente de billets sur place. D'accord, c'est la première édition de l'après-ère Barizone. Une nouvelle ère débute. Bah évidemment, c'est une nouvelle ère, un certain rajeunissement, une certaine féminisation, puisque c'est une directrice qui est plus jeune que ne l'était Luciano. C'est un challenge et on se réjouit beaucoup de le relever avec elle. Et pour le secrétaire général que vous êtes, ça se ressent sur la programmation, ce changement, peut-être un peu de paradigme? Vous avez parlé du secrétaire général. Le secrétaire général, il organise, il essaye de financer, il essaye de bien dépenser l'argent qu'on reçoit. Il ne s'implique pas beaucoup dans la programmation. Donc pour moi, c'est un peu difficile de dire s'il y a des vrais changements. Ce que je peux dire de toute façon, c'est qu'il y a une continuité dans le fait qu'on continue à aller vers le public avec des sections comme Grand Angle, avec des projections spéciales. Et on continue à avoir une compétition qui est relativement pointue avec, par exemple, pour ne citer qu'un film, le dernier Ours d'Or de Berlin qui sera présenté en compétition chez nous. Ben voilà, Philippe Clivat, merci beaucoup. Amateur de films, de doc du réel ou simplement de fête, venez ici sur la rue des Marchandises dans le village du réel pour ces 10 jours de fête. Merci beaucoup. Merci. Voilà, et c'est un film du Nyonnais Mathieu Ritz qui fait la préouverture de cette 49e édition du Festival Vision du Réel. Ce soir, Mathieu Ritz est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, vous vivez depuis près de 15 ans à Montréal. Je sais que vous revenez régulièrement à Nyon, mais j'imagine que ça fait toujours un peu de bien de revenir à la maison. Ah, tout à fait. Et pour moi, c'est vraiment un honneur de pouvoir revenir avec ce film. Une surprise aussi de voir le succès qu'il a. Je suis vraiment très touché par cet accueil. Je ne m'y attendais pas, sincèrement. Et un film qui connaît un grand succès, un premier film, vous l'avez dit, qui s'est fait un peu par hasard, finalement, par opportunité. On va revenir sur l'histoire de ce film. Mais avant toute chose, je vous propose de regarder la bande-annonce de ce film. C'est Anotes Ark, annoté du prénom de l'ex-président d'un petit État du Pacifique, le Kiribati. Je vous en dis pas plus. On regarde cette bande-annonce et on retrouve Mathieu Ritz juste après. Kiribati is in the center of the world. So it's right there, bang in the middle of the Pacific Ocean. So far away, so isolated. We thought it would be immune from the tribulations of this world. The issue of climate change remains the most pressing challenge for us in Kiribati. Rising sea levels have already taken a village on one of your islands. Do you see the possibility of all the people from Kiribati one day having to leave? For those of us on the front line, it really does not matter what is agreed to in Paris, because we will continue to go underwater.
We need to survive. What is going to happen to us is going to be the fate of the rest who will follow. Voilà donc l'Arche d'Anouté, ce film de Mathieu Ritz qui fait la préouverture donc du Festival Vision du Réel ce jeudi soir. Mathieu Ritz, on l'a vu, c'est des magnifiques images avec un message très fort. Les premiers réfugiés climatiques, les premiers peut-être a priori d'une longue série. Tout à fait. Il semble que les choses ne s'arrangent pas vraiment. Ce que je voulais faire avec ce film, c'est vraiment parler des changements climatiques en suivant des personnages de très près. Et les gens qui vivent au Kiribati, au Tuvalu, les îles Marshall, donc ces nations du Pacifique, sont devant un challenge incroyable de ne plus avoir d'État dans 50 ans. Donc leur possibilité d'adaptation et de résilience est très très compliquée. Alors justement, quel est leur point de vue à eux? Comment ils voient les choses? Une très bonne question. C'est sûr que l'effet de la montée des eaux est quand même très subtil. On parle de quelques millimètres par année, donc c'est inéluctable, ça arrive, mais c'est pas. Le Kiribati, c'est sur l'équateur, donc c'est quand même très protégé. Il n'y a pas des ouragans ou des phénomènes qu'on peut voir ailleurs dans le monde qui sont vraiment très cynique, on va dire, qu'on peut vraiment se sentir comme l'impact du climat d'une manière très forte, mais c'est inéluctable. Sauf qu'ils n'ont pas, comme le pays au complet au niveau de la mer, ils n'ont nulle part où aller. C'est vraiment des petites bandes de terre, de corail, des atolls au milieu du Pacifique, donc ils n'ont pas d'autre choix que de devoir partir. Donc c'est un destin inéluctable. Oui, et ça concerne à peu près 100 000 personnes dans ce petit État. Alors, je l'ai dit, c'est votre premier long métrage et ça s'est fait un peu au détour finalement d'une expérience, d'un voyage. C'était pas du tout prévu à la base, ce film. Non, tout à fait. À la base, je suis pas réalisateur, je suis photographe et j'étais dans ce pays-là pour couvrir la question de la montée des eaux d'une manière plus globale. J'avais commencé mon travail au Panama, dans un endroit qui s'appelle le Kunayala, et par la suite parti pour le Pacifique. Et aussi, j'ai réalisé ce pays à un moment donné en ouvrant la carte du monde et en voyant Kiribati. J'ai jamais entendu parler de ce pays-là. Il a à peu près la largeur de l'Australie en termes d'eau territoriale. Et là, je suis devenu fasciné par le Pacifique en voyant ces pays dont je ne connaissais pas. Donc, il y avait un petit côté de moi aussi aventurier. Et je veux vraiment aller dans ce bout du monde, là, voir ce qui se passe, l'inconnu. Exactement. Ouais. Et je suis parti faire mon travail photographique et j'ai rencontré presque par hasard le président qui était un ami du pilote que j'avais engagé pour faire des photos aériennes. Et c'était la veille de partir et le pilote m'a dit « Est-ce que tu as rencontré le président ?» Pourquoi je viens prendre des photos? Il faut vraiment que tu le rencontres, c'est un être extraordinaire. Et il m'a organisé une rencontre et je me suis retrouvé avec le président à ce moment-là. Et j'étais complètement charmé par le personnage. Et je lui ai simplement demandé sa permission pour se faire un long métrage qu'il a accepté sur le champ. Et une grande aventure a commencé pour les 4 années qui ont suivi. Oui, et justement, alors bon, après, il suffit de voir sur votre site internet le nombre de nominations, de prix. On citera notamment la nomination parmi les finalistes du festival Sundance. Mais c'est un parmi des dizaines d'autres festivals. Ça donne un peu le tournis, tout ça, pour un premier long métrage. Oui, non, j'arrête plus depuis Sundance, un festival après l'autre. C'est sûr que Sundance, en tout cas pour les États-Unis, c'est un des festivals les plus prestigieux. Donc ça fait des lancements très importants. Et Nyon est vraiment un festival de Vision du Réel, un festival très très important aussi au niveau mondial, mais surtout pour l'Europe. Donc je suis vraiment curieux aussi de voir qu'est-ce qui va se passer après Nyon aussi en termes de festival et quels sont les programmateurs d'autres festivals qui vont enchaîner. Alors par la force des choses, bien sûr, vous devenez un ambassadeur de la Suisse. Il faut peut-être le rappeler, la Suisse tient un rôle assez particulier dans le film documentaire au niveau mondial. Oui, non, tout à fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que moi, j'ai appris après coup à faire ce film d'une manière très naïve, parce que je suis arrivé au Kiribati, j'ai commencé à filmer, j'ai fait le son, l'image, réalisé puis produit sur les 3 premières années d'une manière très naïve et en voulant juste être passionné par cette histoire-là. Quand vous entendez, n'importe qui peut se lancer dans un court-métrage. C'est une bonne histoire, oui, je pense que oui. Après, la clé, c'est ça? Oui. Je pense que oui. Je pense que c'est une bonne histoire. Il y a des questions techniques, c'est sûr, je suis photographe depuis des années, donc ça aide pour des questions plus de photographie, mais même, je veux dire, quelqu'un pourrait faire un long métrage avec un iPhone s'il voulait. Après, ça donnerait un style particulier au niveau de l'image et du son. Oui. Mais je pense que le plus important, c'est vraiment l'histoire. Une bonne histoire est une bonne histoire, quelle que soit. Alors, qu'est-ce que vous en tirez aujourd'hui de cette expérience? J'imagine qu'il y a plein de projets dans la tête, d'autres films peut-être?
Oui, j'ai des projets en tête. C'est sûr que c'est très frais. On parle de Sundance, c'est janvier, la fin janvier de cette année. Donc, si j'ai pas vraiment le temps de me poser dans le tourbillon. Ouais, je suis vraiment en plein dedans. Et quelque part, il fait encore juste que commencer parce que Vision du réel est un festival très important. Dans 3 semaines, c'est Hot Docs, qui est un des autres très grands festivals au Canada, à Toronto. Donc, potentiellement, je peux être pris encore pendant une bonne année à tourner avec le film. Voilà, et puis alors ce soir, donc, je l'ai dit, la préouverture du festival avec le film de Mathieu Ritz, mais n'y allez pas, ça ne sert à rien, record d'affluence, c'est totalement complet. Par contre, à noter, pour les intéressés, le jeudi 19 avril, là, ce sera à nouveau projeté à Grandchamp à 18h, notez bien, jeudi prochain 19 avril, 18h, Grandchamp pour voir le film de Mathieu Ritz. Merci beaucoup Mathieu, bonne continuation. Un mot peut-être sur ce soir, qu'est-ce que vous attendez de l'échange, notamment que vous allez avoir avec les Lyonnais ? Je suis très curieux. Je n'ai pas vraiment d'attente. Pour moi, c'est toujours fascinant dans les périodes de questions-réponses à la fin, de voir qu'est-ce que la réaction. Sincèrement, j'y vais avec humilité et juste voir. Je suis très curieux justement de connaître cette réaction. Voilà. Et puis pour être complet, vous citez aussi ce magnifique film Father and Sons qui fait l'ouverture du festival. C'est demain vendredi à 20h30 à la salle communale. Et là, il reste encore des places. Merci Mathieu, à bientôt. Merci beaucoup. Avant de se quitter, en bref, quelques informations à vous donner, à commencer par la ville de Nyon qui se voit confirmer son label Cité de l'énergie, un label qui démontre, selon les autorités, la volonté de la ville de poursuivre sa politique énergétique. Et enfin, à noter que le conseil régional lance un carnet d'avantages loisirs gratuit. Il est disponible auprès des offices de tourisme et propose une vingtaine d'offres pour celles et ceux qui laissent leur véhicule à la maison. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie pour votre fidélité. On se retrouve, si vous le voulez bien, la semaine prochaine pour un nouveau journal. À bientôt.